Présence, le grand entretien. Et vous revenez ce matin sur le coronavirus avec cette question: a-t-on une responsabilité dans cette pandémie, Isabelle ? Et oui, et ceci alors que nous n'avons pas fini de compter nos morts de cette terrible crise sanitaire. Ce matin, je vous propose d'essayer de comprendre l'origine de la pandémie, qu'est-ce qui a favorisé son émergence, comment éviter que d'autres épidémies de cette nature ne surviennent. Et puis avec cette question, vous l'avez dit, de notre éventuelle responsabilité dans cette pandémie, si oui, laquelle? On voit tout ça avec vous, Romain Valeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome en charge de la coopération avec les pays du Sud. Ceci, c'est avec Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Vous en êtes le représentant toulousain, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, AVSF. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, peut-être, pour nous présenter cette ONG, nous dire quelles sont ses actions principales? Écoutez, bien volontiers. Donc AVSF, c'est une association de solidarité internationale qui agit en soutien à l'agriculture paysanne des pays du Sud. Et donc, elle intervient principalement dans trois grands domaines. L'appui de l'organisation de producteurs et l'accès au marché, l'appui aux activités d'élevage, au service de santé animale et à la santé publique vétérinaire, et puis enfin, l'appui à l'agroécologie et la gestion durable des ressources naturelles. Et oui, elle a ceci de particulier, cette ONG, qu'elle lie monde animal et la nature et l'environnement, hein. Tout à fait. C'est-à-dire que donc parmi les axes de travail de l'association, on travaille sur une approche intégrée de la santé qui nous semble particulièrement à propos dans le contexte actuel de crise sanitaire et en fait qui repose sur finalement la forte interdépendance, les liens étroits qui existent aujourd'hui entre les problématiques de santé des animaux, de la santé animale, la santé des hommes, mais aussi la santé des écosystèmes. Comment ces trois éléments-là sont interdépendants les uns des autres. Alors, ceci étant posé, on va s'attarder à la crise sanitaire qui nous occupe. Romain Valeur, on entend beaucoup de choses sur son origine. Qu'est-ce que l'on sait de façon à peu près certaine sur l'origine de cette pandémie? Écoutez, je crois qu'à ce jour, ce que l'on peut dire, c'est d'abord que ce type de maladie, donc, qui est donc transmise de l'animal à l'homme, qu'on appelle des zoonoses, il existe de tout temps. C'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que l'évolution de l'activité humaine constitue aujourd'hui un facteur majeur d'émergence et puis de dissémination de ces maladies donc transmissibles de l'animal à l'homme. Ce qu'on sait aussi, c'est que que ce soit les animaux sauvages, la faune sauvage, les élevages et les humains sont des réservoirs d'agents pathogènes, que ce soit des virus ou autres types d'agents pathogènes comme les bactéries et les champignons, et qui en fait peuvent passer, donc ces agents pathogènes peuvent passer d'une espèce à l'autre selon des phénomènes on va dire naturels, et peut-être rappeler que plus des 3/4 des agents pathogènes qui affectent l'homme sont d'origine animale. Donc en fait ces virus sont présents dans la nature, de façon silencieuse parfois pendant longtemps. Ils s'adaptent, ils évoluent, ils se transforment pour un jour parfois donner lieu à, on va dire, un passage d'une espèce animale, dans ce cas-là, à l'homme. Et là, c'est ce qui s'est passé, par rapport au coronavirus. On parle d'une chauve-souris et d'un pangolin. C'est là-dessus que vous travaillez, que l'effet semble s'établir? Oui, écoutez, selon les analyses génétiques qui ont été faites, il était démontré premièrement que ça n'avait pas été créé par l'homme, comme ça a pu être évoqué à un certain moment, et qu'effectivement, il y a en tout cas deux autres dans cette chaîne de transmission finalement du virus. La chauve-souris, effectivement, qui est un réservoir connu de coronavirus. Il y a déjà eu par le passé d'autres coronavirus, une famille de virus. Et puis un autre intermédiaire probable qui peuvent être dans d'autres cas comme Ebola, les singes. Ici, il semblerait que ce soit le pangolin, qui présente des similitudes fortes sur le plan génétique avec le Covid-19. Et donc avec ensuite une transmission à l'homme, que ce soit généralement via des fluides corporels, notamment lors de l'abattage des animaux, ou bien lors de consommation. Et puis il y a une hypothèse émergente qui serait la combinaison possible de deux virus portés à la fois par la chauve-souris et par le pangolin,
qui ensuite aurait été transmise par le pangolin à l'homme. La combinaison donc de ces deux virus qui seraient transmises à l'homme. À quelle autre épidémie connue on peut comparer celle du coronavirus? Vous avez évoqué, me semble-t-il, Ebola. Oui, ça fait partie donc de ces zoonoses, donc ces maladies qui finalement étaient donc en fait de virus qui sont à l'origine portés par des hôtes qui vivent avec ce virus et puis qui ensuite disposent soit d'un hôte intermédiaire, soit le transmettent directement à l'homme. Donc c'est le cas effectivement d'Ebola. Un autre cas lié à un coronavirus, c'est l'épidémie dite du SRAS en Asie au début des années 2000. Donc, Ouais. qui a suivi un petit peu la même mécanique, on va dire. Et on peut rappeler plus anciennement la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong. Et puis beaucoup plus récemment au Mali, au début d'année, c'est une épidémie du chat hémorragique qui s'appelle la Crimée-Congo et qui est assez similaire dans cette chaîne de transmission entre les animaux et les hommes à travers, là en l'occurrence, des tiques, à travers donc soit des vecteurs, soit des porteurs de virus. La maladie de Lyme en France, c'est une zoonose également? C'est une zoonose, oui, parce qu'elle est généralement transmise par les tiques. Et alors là, j'aimerais qu'on s'attarde sur les conditions qu'est-ce qui a créé les conditions de cette épidémie? Quels sont ses ressorts? Alors, il peut y avoir des ressorts un petit peu différents, notamment dans l'émergence de la zoonose en tant que telle, cette maladie transmise par l'animal à l'homme. Dans le cas du Covid-19, il semble que le premier ressort soit l'attrait pour des animaux sauvages. Si on parle du pangolin, c'est manifestement pour ses propriétés notamment médicinales, en tout cas qu'on lui attribue, dans les pays asiatiques, notamment en Chine. Donc cet attrait pour les animaux sauvages, que ce soit pour leurs propriétés médicinales, pour leur viande, pour le goût de ces viandes de brousse, finalement ça implique que il y a une certaine demande et donc une commercialisation d'animaux sauvages ou de viande de brousse qui implique que l'homme, que des personnes vont chercher ces animaux sauvages de plus en plus loin dans les forêts. Et donc finalement, ça crée plus de proximité entre l'homme et ses réservoirs naturels de virus que j'ai mentionnés, notamment par exemple les chauves-souris dans ce cas-là. Et puis les pangolins lorsqu'ils se retrouvent sur des marchés comme manifestement ce marché chinois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une proximité grandissante? Ça veut dire qu'il y a une proximité grandissante entre l'homme et certains animaux sauvages, qu'il faudrait en fait on parle de distanciation sociale chez nous en ce moment, qu'il faudrait une distanciation sociale avec certains animaux qu'on devrait en fait ne jamais rencontrer, c'est ça que vous dites? Pour limiter le risque d'émergence et ensuite de propagation, effectivement, un premier élément, c'est de réduire au maximum les risques de contact entre ces réservoirs naturels de virus et les populations humaines. Donc ça passe par quoi? Ça passe notamment par la préservation des écosystèmes, notamment des forêts, puisque c'est en partie dans ces forêts que se trouve une grande quantité de ces réservoirs naturels de virus. Donc ça, c'est un premier élément, c'est la préservation de ces écosystèmes qui sont effectivement des réserves naturelles. Ça, c'est vrai pour un cas comme celui qu'on connaît aussi du Covid-19, puisque c'est cette proximité, cette promiscuité entre la faune sauvage et l'homme qui semble à l'origine de l'émergence, de la propagation de cette zoonose-là. On peut ajouter à ça pour d'autres, de façon plus large, on va dire, à d'autres virus et à d'autres épidémies comme celle-là. On peut ajouter à ça la croissance démographique qui implique justement cette plus forte pression sur les ressources naturelles, notamment sur les forêts. C'est-à-dire que la population croît, les besoins en terre croissent et donc il y a cette pression sur la forêt et donc cette proximité grandissante entre cette faune sauvage et les hommes. On peut aussi mentionner dans d'autres cas de zoonose l'essor des élevages industriels intensifs. C'est-à-dire finalement de grands effectifs d'animaux d'une seule espèce qui sont concentrés sur des petites unités de surface et qui sont en fait
favorable au risque de multiplication et de diffusion de ces agents pathogènes, donc des virus notamment. Et puis finalement, c'est aussi peut-être à signaler la mobilité accrue des biens et des personnes, c'est-à-dire que dans ce contexte actuel de mondialisation des échanges, de fort développement du transport aérien, aussi de conflits nombreux sur la planète et donc de déplacements massifs de population, ça ce sont des facteurs aggravants, on va dire, qui finalement ont amené à ce que une zoonose qui se produit assez régulièrement dans le milieu naturel se transforme en épidémie puis en pandémie. Parce que l'homme chasseur-cueilleur, c'est une porte ouverte que j'enfonce allègrement, ça existe depuis toujours, on est d'accord? Tout à fait, ça existe depuis toujours. Il faut peut-être comprendre les raisons de ce besoin aussi d'aller prélever notamment des animaux sauvages pour leur viande. Ça peut être un manque de disponibilité de viande à certains endroits, mais en tout cas, effectivement, c'est une pratique, on va dire, ancienne, ce qui n'empêche pas, notamment, de renforcer tout ce qui concerne le contrôle sanitaire, que ce soit des animaux ou bien des viandes sur les marchés, parce que c'est déjà un premier élément qui permet, lorsque une faune sauvage a été prélevée et qu'elle est infectée, qui permet de le détecter à temps pour ensuite prendre les mesures sanitaires qui s'imposent. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer, hein? On comprend à travers ce que vous nous dites que finalement, notre santé, la santé, et ça rejoint ce que vous nous dites et la vocation de votre ONG AVSF, hein, qui a cette approche un peu globale. On comprend que la santé humaine passe aussi finalement par celle de nos écosystèmes, hein, c'est ce que je comprends de ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans nos modes de vie pour mieux préserver notre biodiversité et puis éviter que ce qui nous arrive là en ce moment se reproduise? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse à ça. Dans les zones concernées par ces risques-là, la première chose, c'est qu'il est important de renforcer tout ce qui concerne les systèmes de santé animale, mais aussi de surveillance des épidémies. Donc ça concerne donc la santé animale, mais aussi la santé humaine. Et donc, comment est-ce que on renforce les capacités des services techniques des pays en question pour à la fois, on va dire, surveiller et contrôler l'émergence de zoonoses pour éviter justement leur propagation. Donc là, il y a un vrai sujet de renforcer les dispositifs à la fois de santé, mais aussi de surveillance épidémiologique. Un deuxième élément qui nous semble une réponse adaptée à une crise comme celle-là et à ses symptômes, mais aussi à ses causes, c'est la promotion et le développement de l'agroécologie et de systèmes qui soient agricoles ou d'élevage paysans, qui soient effectivement respectueux de la biodiversité et de l'environnement. Un mot sur l'agroécologie, dans quoi ça consiste? Écoutez, rapidement, on peut parler notamment de redévelopper des élevages paysans qui soient diversifiés et à taille humaine, à la différence des élevages industriels intensifs qui présentent de gros risques, encore une fois, d'émergence et de propagation de ce type de maladie. Ça, c'est une parade aux élevages intensifs, hein? Oui, tout à fait. En tout cas, ça fait partie des alternatives qui effectivement réduisent le risque d'émergence et de propagation de ce type de maladie de l'animal à l'homme sur la partie des élevages. C'est aussi, on le voit bien, un enjeu important de relocalisation des systèmes alimentaires, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à nouveau rapprocher la production, la vente et la consommation locale des produits agricoles et d'élevage à l'échelle de territoire, à l'échelle des pays. Comment est-ce qu'on renforce la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire de ces territoires-là? Et finalement, comment est-ce qu'on arrive à une plus grande capacité à produire son alimentation et à être moins dépendant des importations de denrées alimentaires? Ça concerne des territoires ruraux, des villes, mais aussi des pays, voire des régions entières qui sont aujourd'hui très dépendantes du commerce international et qui aujourd'hui se trouvent donc très vulnérables face à la crise actuelle. Donc reterritorialiser la production, la commercialisation, la consommation locale, et ça c'est quelque chose de très fort dans l'agroécologie que porte la VSF et d'autres institutions. Et puis l'autre élément, c'est que l'agroécologie, de principe, elle cherche à préserver l'écosystème naturel, et donc en particulier les forêts, qui hébergent, comme je vous le disais, bon nombre de réservoirs ou de vecteurs de zoonoses. Et donc cette préservation des écosystèmes que permet et que promeut l'agroécologie, c'est aussi un élément de réponse fort pour éviter que ce type de crise ne se représente. Et puis peut-être enfin, c'est
la relocalisation des échanges en tant que tels de produits agricoles et d'élevage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut limiter quand c'est possible, c'est pas toujours possible pour tous les produits si on changeait aussi nos modes de consommation, mais limiter les mouvements commerciaux de longue distance, favoriser les marchés locaux et nationaux, et puis sécuriser les marchés sur le plan sanitaire, vraiment un enjeu fort, un plus grand contrôle sanitaire et vétérinaire sur les marchés pour éviter cette propagation de zoonoses qui puis donc se transmet d'un animal à un homme. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très clair. Romain Valeur, je rappelle que vous êtes ingénieur agronome. Vous travaillez ici à Toulouse pour Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui nous montre bien, ne serait-ce qu'à travers son nom, cette approche globale pour laquelle vous militez. On le voit bien, il y a du boulot demain pour préserver notre biodiversité, mais peut-être que cette crise va sonner le tocsin et nous mettre tous au travail. Un grand merci à vous. Nous espérons grandement. Merci à vous.